La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs. On se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui cinéma et bande dessinée. La Grande Table Critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un cow-boy, une chanteuse, une reine-mère et un esprit de la forêt. Après le journal à 12h55, nous parlerons de bande dessinée avec à notre programme La jeune fille et la mère de Catherine Meurice et Le Palais des Miroirs de Liv Strömquist. Mais pour l'heure, nous parlons de l'actualité du cinéma. Je suis en compagnie de Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma, et Jérôme Momcilovic, auteur et critique de cinéma. À notre programme dans quelques instants, Aline de Valérie Lemercier, mais tout de suite de Clint Eastwood, Cry Macho. Back when we had winners, I was afraid to lose you to the competition. 5 times you won the All-American. That was a long time ago, wasn't it? That was before the accident. Before the booze. You owe me, Mike. You gave me your word. And that used to mean something. My son, Rafael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico. You want me to go down there and kidnap him? Please, just get him back up here. Hey, Rafa, you can come out now. Touch me and I'll kick your ass, old man. Jesus Christ. Clint Eastwood, 91 ans, est de retour derrière et devant la caméra dans Cry Macho. Il y campe un vieux cow-boy, ancien champion de rodéo, qu'un ami réussit à convaincre de partir au Mexique pour récupérer son adolescente fils, un jeune homme révolté qui fuit une mère abusive. Les voici tous les deux sur la route, en compagnie de Macho, le coq apprivoisé du jeune garçon. Il tente d'échapper aux méchants envoyés par la méchante. Il déjoue la méfiance d'un shérif, s'occupe d'animaux dans un village en manque de vétérinaires, profite de la bienveillance d'une généreuse aubergiste et discute aussi de ce que c'est que d'être et de devenir un homme. Charlotte Garçon. Oui, on passe par un rapport au coq, puisque le macho du titre est en fait le prénom d'un coq. C'est un film que j'ai eu du mal à apprécier, dans la mesure où j'ai eu l'impression de me trouver à la fois face à une sorte de somme, faite assez composite, faite d'évocation de ses propres films par le passé. Et donc j'ai eu l'impression qu'à part une lecture de politique des auteurs, il était difficile de me relier émotionnellement, disons, au film, alors que c'est plutôt un programme très touchant, qui est celui d'une forme de transmission et surtout de mise au tombeau de soi-même. D'une certaine façon, c'est-à-dire vous disiez qu'il a 91 ans, il joue lui-même le rôle principal de ce cow-boy très usé. On a l'impression que là, on n'a même plus besoin d'avoir un discours qu'on entend sur l'usure. De toute façon, on la voit dans le corps même. On pense au papier à cigarette, tellement il y a une fragilité qui n'a même pas besoin de s'énoncer. On a l'impression que le centre de gravité du physique de Eastwood s'est déplacé et que tout le mouvement du film, alors on pourrait dire son programme imposé par son titre, c'est de faire, malgré tout, de dépouiller le macho comme il a dépouillé le héros, la notion même d'héroïsme. En tout cas, il a problématisé dans ses films récents, dans 15h17, cette chronique du fait divers de l'empêchement de l'attentat dans un TGV français. Où, voilà, on a l'impression qu'il enlève, ou Sully, le héros qui avait réussi à faire amérir son avion, comment un homme peut être ordinaire au possible et en même temps rester un héros. Qu'est-ce que l'héroïsme, dans la mesure où ça n'est plus la construction de son propre mythe. Bon, donc là, il dépouille le machisme, le virilisme de son propre personnage de cow-boy, etc. Mais je trouvais que dans La Mule, son précédent film, cette question de qu'est devenu ce héros complètement fossilisé, daté, qui ne peut plus vivre dans le monde actuel comme tel, qui n'est plus crédible, auquel on n'a plus envie de s'identifier. C'était intéressant parce que si vous vous souvenez, La Mule, il jouait lui-même, donc avec l'âge qu'il avait déjà, quelqu'un qui transportait de la drogue, qui était vraiment un passeur à travers déjà un passage de frontière, mais de la drogue. Donc c'était très ambigu. Quelle transmission il peut y avoir si à la jeunesse, on lui donne son poison ?
C'était finalement, je trouve, très, très rusé. Ici, il y a un schéma de transmission beaucoup plus classique, voire ringard, et à mon avis assez mal incarné par l'acteur qui joue l'enfant. Mais bon. Qui s'appelle Eduardo Minette, ce qui pour un film sur les machos est quand même formidable. Enfin, en soi, c'est magnifique. Jérôme Momcilovic. Moi, le film me bouleverse assez et en fait, tout ce que dit Charlotte est très juste et je trouve que en même temps il y a quand même un truc qu'on dit pas assez, c'est que tous les derniers films d'Eastwood, alors il y a deux choses. D'abord il faut se confronter au elephant in the room comme disent les Américains, c'est est-ce que le film est vraiment aussi nanardeux que beaucoup de gens le disent. Par exemple Paul Schrader qui s'est fendu d'un petit billet sur Facebook pour dire qu'on n'avait pas fait pire pour un grand cinéaste depuis très très longtemps. C'est pas faux. Mais alors, regardez ça, c'est se planter à la fois sur ce qu'est le film, en tout cas ce qui est beau dans le film, et surtout sur ce qu'a été la carrière d'Eastwood. Je pense qu'Eastwood n'a jamais fait un film parfait. Je suis même pas sûr que ses plus beaux films soient des grands films, soient des chefs-d'œuvre. Il y a toujours eu une forme de dilettantisme, de paresse sur certains aspects des films et qui n'empêche pas des moments d'éclat comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il clôt. Évidemment, comme il est devant la caméra à 91 ans, il clôt. Alors, c'est la 3e fois qu'il est censé clore, quand même, après Grand Torino et La Mule. Et puis, on pourrait même remonter jusqu'à Impitoyable. Oui. Il clôt quand même une carrière de star. C'est encore autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'une star ? C'est quelqu'un qui laisse derrière lui des icônes sur son chemin. Dans ce film-là, qui effectivement est faible, mais faible, comme on dit, d'un vieil homme, justement. C'est-à-dire que c'est un film qui a plus de souffle, littéralement. Et ça fait un moment chez Eastwood. Eastwood, il dirige plus, en fait. Et résultat, dans ses films, quand il fait tourner Tom Hanks, ça marche tout seul. Et ça donne un film évidemment très beau pour tout le monde. Quand il fait tourner les anonymes, dans leur propre rôle d'ailleurs, dans le film sur le Thalys, j'ai oublié le nom, 12h18, quelque chose comme 12h17. Le 12h17. Le 15h17, merci. Oui. En fait, il fait quelque chose qui est boiteux, mais qui est quand même incroyablement expérimental, je trouve, pour un cinéaste hollywoodien de son âge. Et effectivement, c'est la question qu'évoquait Charlotte, qui est la question presque toute son œuvre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un homme qui marche à côté de son mythe, en somme. Sauf que quand c'est lui qui joue, c'est du mythe Eastwood qu'il s'agit. C'est pas tellement le mythe de ce brave type qui a fait du rodéo, qui a pas un lustre extraordinaire. C'est vraiment le mythe Eastwood. Et ces petites icônes dont je parlais, le film en offre au moins 2 ou 3, qui sont des moments où il se filme en train de mourir littéralement quand même, parce que c'est vraiment ça. Donc soit en gisant dans une scène qui pour moi est pour le coup vraiment une très belle scène. Il est dans une église, il s'allonge et la lumière, le clair-obscur assez typique d'Eastwood, même si là aussi c'est plus faible qu'avant, le montre vraiment au fond de son caveau. Je trouve ça absolument déchirant. Et il y en a une autre qui est encore plus belle. Alors là, c'est vraiment le cliché de western. Mais de toute façon, le film est non seulement un medley des films d'Eastwood, c'est Bronco Billy, c'est Honky Tonk Man, c'est Impitoyable, il y a tout. Mais c'est un medley du western. C'est un peu La prisonnière du désert de Ford, la brave tenancière de bistrot, enfin d'auberge, saloon mexicaine, c'est un peu John Crawford dans Johnny Guitar. Enfin, il y a des clins d'œil vers toute l'histoire du western. Très faible, mais quand même. Le truc, c'est que le plan auquel je pense, on le voit s'allonger comme ça pour dormir, parce qu'il a tout le temps besoin de dormir, parce qu'il est très vieux. On le voit s'allonger à contre-jour sur fond de crépuscule, évidemment. Depuis toujours, c'est crépusculaire, et puis là, il est en train de mourir. Et en fait, on voit son ombre littéralement rejoindre la terre comme ça. C'est quand même une idée formelle, une idée plastique d'un homme de 91 ans, que je trouve absolument admirable. Alors après, que le gamin joue comme un pied, il joue comme un pied. Mais c'est même étonnant. Les 3/4 des acteurs jouent comme des pieds. Mais c'est parce que je pense encore une fois, il ne les dirige plus. Et il ne faut pas oublier qu'il fait ces films-là dans une économie qui est quand même assez minuscule. C'est quelqu'un qui a maintenu une situation d'indépendance très singulière à Hollywood, via Malpasso. C'est-à-dire qu'il a toujours été adossé à un grand studio, mais qui fait des films en indépendant. Et c'est quand même quelqu'un qui, d'une certaine manière, finit sa carrière un peu comme l'a fini Brissot, avec des films qui sont limite des films faits de briques et de broc comme ça. Moi, je trouve ça assez bouleversant. Charlotte Garçon. On peut être bouleversé de cette fragilité de l'objet film même, qui va dans ce sens d'amoindrissement de tout. Mais quand même, Hollywood offre suffisamment d'enfants acteurs compétents en eux-mêmes. Il n'y a même pas un geste de casting extraordinaire à faire. Il y a une telle richesse de travail à l'œuvre que je trouve quand même très très dommage, parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, mais c'était déjà mon problème avec Grand Torino par exemple, c'est que la caricature du Mexicain passe aussi dans ce mauvais jeu. C'est-à-dire que c'est pas seulement que c'est un enfant acteur qui joue mal, c'est que à travers cela, il y a aussi la représentation de l'autre qui est... Alors, on a beau jeu de dire que de toute façon, il travaille qu'avec des clichés, donc autant qu'il travaille avec les clichés des années 50, 60 ou des westerns là, il s'en sort par rapport à Grand Torino, parce que Grand Torino, ça se passait de nos jours. Là, c'est la fin des années 70. J'allais dire, les Indiens, la prisonnière du désert, on était déjà dans la grosse caricature. C'est l'autre, quoi. C'est l'autre américain. On est en 2021.
Alors bon, on pourrait se lancer sur Ford. Ford, pour moi, tient beaucoup mieux. Mais on peut apprécier, dans une lecture auteuriste, ce film comme étant un point d'aboutissement. Moi, je n'ai jamais été véritablement sensible au cinéma de Clint Eastwood. Donc, c'est logique que ce film-là, je le vois malgré tout de façon extérieure. Et je parlais de Gran Torino parce qu'on avait déjà une situation de transmission entre un très vieil homme et un jeune homme, et où le vieillard, avait un comportement de sale gosse. C'est-à-dire qu'il disait des choses délibérément non politiquement correctes, et notamment sur la race. Voilà. Et puis, c'était un chemin du vieillard vers l'enfant et de transformation aussi de l'enfant en puer senilis, en sage, en enfant vieillard. Voilà, et on se rejoint quelque part. C'est un petit peu le même schéma-là, avec ce franchissement de frontières qui est une frontière à la fois temporelle, pas seulement géographique, bien sûr. Mais il est vrai que assister à ce défilé de clichés, et pour moi notamment, c'est un très très gros problème que ce personnage féminin de tenancière de saloon mexicaine, je trouve qu'elle a quelque chose là encore alors non pas de l'erreur de casting, mais en tout cas effectivement de l'absence de direction, même la composition de son visage, ses cheveux, la teinture de ses cheveux. Et le cinéma, c'est aussi ça. C'est-à-dire ce sont très concrètement des décors, des costumes, des accessoires, des façons de parler qu'on entend. Donc un film, c'est fait de tout ça. Donc on peut pas théoriquement dire que, oui, malgré tout ça, il cherche ce qui reste du cinéma quand on est mauvais à tous les chefs de poste. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la critique autour de ce film qui se joue à cet endroit-là. C'est-à-dire, vous dites bouleversé, mais finalement, c'est une sorte de bouleversement très intellectualisé par la référence, par la question ce que ça documente, le regard documentaire sur Clint Eastwood. Mais un spectateur devant un film... Qu'est-ce que c'est, Jérôme ? Non, mais justement, c'est bien d'attaquer cette question. La question par là. Je peux qu'être d'accord avec tout ce que dit Charlotte et ce que je dis sur la faiblesse du film. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est pas que théorique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la tentation politique des auteurs, etc. Mais il y a aussi quelque chose de tout bête. Moi, je vais au cinéma pour qu'on me montre des choses, et si possible, pour qu'on me montre des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Évidemment, ce qui va m'intéresser ici, c'est pas la batterie de clichés tout à fait juste qu'évoquait justement Charlotte. Ce que j'ai jamais vu au cinéma, c'est un homme de 91 ans dans un premier rôle, dont je vois pendant 1h30 ce que c'est qu'un corps de 91 ans, etc., etc. Et ça, ce qui est intéressant, c'est là où pour moi ça passe par cette dimension un peu, je dis expérimentale, mais même ça c'est généreux, c'est expérimental et vraiment un peu dégénéré de la fin de carrière d'Eastwood, c'est que ça passe par l'espèce de déni assez cocasse et en même temps assez extraordinaire d'Eastwood par rapport à son âge, parce que là, il joue le rôle d'un vieux monsieur, mais en fait, il est trop vieux pour jouer ce vieux monsieur. C'est-à-dire que quand il a cette amourette avec la tenancière du saloon, qui est censée être elle-même une grand-mère, objectivement, il pourrait être son grand-père, je pense. Et donc, il y a cette espèce de déni. Alors, évidemment, si on n'a jamais été sensible à l'espèce d'érotomanie constante d'Eastwood, etc., on peut être allergique, et je le comprends très bien. Mais après, moi, d'une part, c'est quand même ce que je vois dans ce film. C'est quelqu'un qui a traversé 50 ans d'histoire de cinéma américain, qui a quand même pas été n'importe qui dans l'industrie hollywoodienne, et qui à 91 ans fait un dernier film pour aller se loger dans un dernier amour de fiction. Je suis peut-être un peu trop midinette, mais là-dessus, moi, je fonds complètement. D'autre part, pour vous montrer que c'est pas simplement intellectuel et simplement théorique, encore une fois, pour moi, le cinéma est là pour me montrer ça, et ce déni, il permet une chose aussi, c'est que, puisqu'il persiste à jouer le même personnage alors qu'il est trop vieux, c'est comme si vous voulez, il y a une sorte d'effet de transparence incroyable entre un personnage qui est toujours le même, et qui du coup permet de voir d'autant mieux ce que c'est qu'un corps qui vieillit. Vous voyez ce que je veux dire ? Le personnage vieillit pas, mais le corps vieillit. Pendant 2 heures, moi je regarde ce corps vieux, je vois jamais ça au cinéma, ça me rend très heureux. C'est-à-dire que le corps vieillissant n'est pas un motif, c'est le moteur. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression que la caméra, qui est en plus, et là ça redouble un peu l'effet émouvant, vraiment protège en permanence. C'est-à-dire que toute la mise en scène est là pour protéger ce corps qui, vous parliez de papier à cigarette, moi j'ai beaucoup pensé à cette maladie qui est les os de verre. J'avais l'impression qu'il pouvait être cassé par le décor, il pouvait être cassé par le dispositif. Non mais c'est troublant, ça, on regarde un peu un cadavre vivant par moment, on peut le dire sans... Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui est filmé, quoi. Toujours très beau, par ailleurs. Toujours très beau. Et là-dedans, peut-être se transfère la tension du western qui n'existe absolument pas. C'est-à-dire que le parcours du personnage avec l'enfant, d'ailleurs, il faut que des allers-retours en permanence. Ça, c'est un leurre. C'est un mauvais western. Hein. C'est un leurre. Oui, ouais. Charlotte, ce garçon, un dernier mot. Oui, c'est-à-dire que le Let's Go Home Debbie, qui est donc la réplique de la prisonnière du désert, quand John Wayne ramène Natalie Wood vers la civilisation, vers la maison,
vers la famille, etc. Là, ce serait effectivement plutôt d'aller au tombeau. D'ailleurs, ça se finit pas vraiment bien. C'est-à-dire que, bon, on va pas tout révéler, mais c'est quand même étonnant. La fin, elle est très, très en suspens et très douloureuse, moi, je trouve, Charlotte. Oui, mais cette mélancolie, je trouve, requiert quand même du spectateur une forme de rapport à l'enfance qui, pour moi, est un programme qui m'est imposé. Et on va d'ailleurs ensuite parler d'un film qui programme un autre rapport à l'enfance. Donc, être un spectateur enfant, oui, nous l'avons été, c'est pour ça qu'on est resté cinéphile, c'est notre malédiction. Mais c'est vrai que je n'aime pas qu'on m'assigne une place d'enfant trop spécifiquement circonscrite. Cry Macho de Clint Eastwood, le film est en salle. France Culture, la grande table critique. Lucille Como. La grande table critique se poursuit avec Aline de Valérie Lemercier, maintes fois repoussé, très attendu. Le film chronique la vie d'Aline Dieu, née au Québec dans une famille de 14 enfants à la fin des années 60. Son talent pour la chanson et sa voix extraordinaire la portent très vite vers des scènes nationales puis internationales. Poussée par une famille aimante et un agent, Guy Claude, qui deviendra aussi son mari, elle finit par devenir une des plus grandes artistes de la pop, chantant tous les soirs à Vegas, à guichet fermé. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette elle continue de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience, c'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Dieu. J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut que tu guérisses. Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil. Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut? Pas un vieux pruneau bronzé qui a 3 fois son poids, 2 fois et demi son âge et qui est 2 fois divorcé. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. À moins d'être né de la dernière pluie comme le fils de Charlotte Garçon ou de vivre dans une grotte, vous aurez donc fait le lien entre Aline Dieu et la star internationale Céline Dion. Valérie Lemercier l'interprète de bout en bout dans un vrai faux biopic ou un faux vrai biopic. Jérôme Momcilovic, je suis assez curieuse de votre avis. Je vous ai envoyé voir ça dans une sorte de doute. J'aime bien. Non, mais je suis désolé, Lucie, j'aime tout aujourd'hui. C'est l'émission, mais non, je trouve ça bien. Surtout, ce que je trouve réjouissant, c'est que la belle singularité de Valérie Lemercier, qui n'a jamais vraiment fait de doute, et son talent, qui peinait quand même à trouver son... Enfin, peinait à trouver son chemin chez les autres parce que personne ne savait trop quoi en faire et que voilà, au début. Et je trouve que là, comme cinéaste, parce qu'il y avait une vraie promesse de cinéma, comme cinéaste, elle s'accomplit vraiment. C'est ça qui m'a le plus surpris, moi, c'est que je m'attendais à un film charmant et je trouve qu'il y a des vrais petits éclats de mise en scène assez rares et très, très précieux. Et elle fait quelque chose qui est très malin sur le rapport, justement, avec Céline Dion. C'est que elle se fond absolument pas dans le rôle de Céline Dion. C'est plutôt une espèce de triangulation comme ça entre Céline Dion, Aline Dieu, qui est donc son personnage, qui n'est pas tout à fait Céline Dion, même si, et elle-même. Qu'on voit, évidemment, parce que il faut quand même rappeler, c'est une des monstruosités géniales du film, c'est que l'enfance d'Aline Dieu, quand est racontée l'enfance d'Aline Dieu, est filmée une jeune enfant, mais à laquelle les effets numériques ont adjoint la tête de Lemercier, elle-même adulte. Et là, on retrouve, alors évidemment, les gens qui ont grandi devant les nuls retrouveront un sketch extraordinaire qui était une imitation de l'émission de Jacques Martin, le nom m'échappe maintenant. L'école des fans. L'école des fans, merci Charlotte. Où elle jouait comme ça une enfant, mais déjà sur ce registre un peu monstrueux, un peu freak, où à la fois on est quand même gêné par le fait que c'est une adulte qui joue une enfant. Et donc ça, non seulement c'est malin ici, mais ça se traduit par tout un tas de petites idées assez belles. J'en relèverai juste une. Puisqu'elle s'appelle Aline et non Céline, le film nous révèle que le prénom a été choisi en référence à la chanson de Christophe. Et insister autant sur la naissance d'un mythe, alors même qu'on détourne le mythe et que c'est pas le bon prénom, je trouve ça très beau. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Oui, en fait, c'était le Céline de Hugo Frey, je crois, dans la vraie version voilà. Céline Dion. Charlotte, c'est une manière pardon. à la fois de se l'approprier, de se l'approprier et en même temps de jouer constamment avec cette espèce d'écart qui fait qu'en fait il y a une sorte presque de quatrième terme à partir de ces trois figures, c'est-à-dire Lemercier, Céline et Aline. Charlotte Garçon.
Oui, ce qui est beau, c'est que le film est avec des moyens que j'imagine français, donc voilà, quand même pas hollywoodien, justement. Québécois, canadiens, beaucoup aussi, je crois. Oui, Les gros moyens, Oui, je pense le que gros il doit y avoir- moyen. c'est Gaumont, TF1, Canal, Oui. ça y est un peu Oui, d'argent, mais quoi. tout de même, ça coûte très très cher de montrer autant de décors, autant de costumes. Il y a beaucoup de mètres de tissu. C'est un film très très ambitieux et qui arrive à embrasser le genre du biopic et en fait à ne pas le détourner tant que ça. Donc il coche des cases dans le sens où il répond à des choix qui sont imposés par le genre lui-même, à savoir qui va incarner la personne que tout le monde connaît. Bon, bah, la réponse, c'est quand on est une femme comique de One Woman Show, bah, c'est moi, et ce sera toujours moi, et je ne vais pas prendre des actrices de 5 ans quand je joue une petite fille de 5 ans. Donc voilà, ça c'est des choix qui sont posés d'emblée et qui sont en fait très forts, mais qui sont des choix que tout le monde a à faire. Toute personne qui écrit un biopic a à répondre à ces grandes questions. Qui va chanter les chansons de Céline Dion dans le film ? Eh bien, c'est Victoria Sio, et donc on n'entend pas la voix de Céline Dion, mais je veux dire, c'est pas un détournement du genre, c'est un choix fait dans le genre. Alors peut-être qu'il est économique, peu importe. C'est vraiment des choix qui sont à chaque fois assumés et menés au bout. Et ça, je trouve ça assez beau dans cette série de réponses, de mise en scène et d'écriture face à un genre classique. Et donc c'est pas un film qui navigue pour ne pas faire un biopic. Il le fait, le biopic, sauf qu'il pose l'idée que, de même que la voix de Céline Dion a toujours été là, et c'est ça la scène à laquelle vous faites allusion, Jérôme, c'est-à-dire qu'elle a 5 ans, elle se cache sous la table, elle est à un mariage, mais en fait, elle a une voix de Céline Dion, de muscle, un organe, voilà, qui et les gens lui disent, et le producteur qui va devenir son mari dit, mais en fait, je veux que tu chantes pour moi parce que je ne comprends pas comment une voix pareille peut sortir de ton corps. Donc on rejoint là des questions d'Eastwood dont on parlait, de corps. Comment un si petit corps peut produire une voix aussi puissante ? Et ça, c'est une question de biopic et de comédie musicale, puisque se pose toujours dans les comédies musicales comment on va faire le playback, comment on va faire croire qu'un souffle de vie sort de l'acteur alors qu'il est chanté par un chanteur. Donc c'est des questions de cinéma, de mise en scène, et en même temps des questions qui recouvrent les questions dont on peut imaginer que Céline Dion elle-même a dû les entendre, a dû se les poser. Donc je trouve le film très cohérent par rapport à son programme, à savoir cette petite fille a toujours été la grande chanteuse. Hein. On ne va pas montrer les étapes de travail qui ont fait que sa voix est devenue ce qu'elle était. Elle était déjà comme ça. D'où le fait que ce soit cohérent, que ce soit le Mercier à 50 ou 60 ans qui la joue, puisqu'elle a toujours été la grande chanteuse. Ça n'est pas une fabrication. En tout cas, c'est ce qui est posé dans ce film-là. Elle est toujours déjà comme ça. De même la première paire de chaussures qu'elle s'achète, ce sont des chaussures dorées à la première entrevue avec le producteur. Et ensuite, elle en aura toute une collection dans son immense villa. Mais au fond, les premières chaussures dorées étaient déjà là. C'est aussi une grande histoire d'amour prise vraiment au premier degré. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus touchée dans ce film, parce qu'on en a beaucoup parlé de ce couple. Même moi, qui ne suis pas une fan de Céline Dion, j'en ai entendu parler, j'ai vu les couvertures de magazines, et on s'en est beaucoup moqué de cet homme de 30 ans ou 35 ans, son aîné, et elle qui en parle absolument tout le temps, son bouleversement à sa mort il y a quelques années. C'est représenté de manière à nous rendre très empathiques et sans aucune ambiguïté, je trouve, Jérôme Momcilovic. Oui, et c'est ce qui fait la singularité pour le coup de son biopic, même si je suis d'accord avec à peu près tout ce que disait Charlotte là, c'est qu'en principe, le biopic de grandes stars populaires, généralement, il y a 2 voies possibles. Soit on raconte le parcours du génie. Qu'est-ce que c'est que le génie ? Et là, de fait, comme vous le disiez, il n'y a pas toutes les étapes. Donc, en gros, c'est Jésus, hein, c'est-à-dire, elle débarque, elle est déjà une sainte géniale. Bon. Soit c'est ça, soit c'est évidemment l'espèce de mise en miroir entre la personnalité privée et la personnalité publique. En fait, elle court-circuite quand même un peu tout ça pour faire quoi ? Pour faire une sorte de fable de la joie domestique et du bonheur domestique. Et alors, pour moi, c'est la qualité du film parce que c'est sa singularité et que le film est vraiment très émouvant. C'est-à-dire, en fait, elle est tellement sûre de ce qu'elle fait, elle le fait tellement bien, qu'elle peut s'autoriser à se moquer, ça faisait peur un peu a priori, mais à nous faire rire sur le dos de l'accent canadien, ce genre de choses, qui, un petit peu... Ça va, franchement. Non, mais justement, c'est pas... En fait, ça passe très bien parce que c'est tellement plein d'amour en même temps et il y a tellement pas de surplomb que ça passe très bien.
on est ému par cette relation. Je trouve que les acteurs, alors celle qui joue la mère, pardon, j'ai pas pris soin de retrouver les noms, mais celui qui joue Guy Charles. Guy Claude. Guy Claude. Jean-René Guy Claude. Guy Claude. Décidément, il y a plein de gens, hein, et Oui. Guy Claude. Frères. Ils sont tous excellents. Alors après, moi, ça serait juste le petit bémol, c'est que cette qualité-là dessine aussi un peu les limites du film. C'est que je trouve que typiquement quand Guy Claude meurt, le film est aussi perdu que j'allais dire que Céline, qu'Aline elle-même, et que du coup Le Mercier veut faire in extremis quelque chose qu'elle n'avait pas fait jusque-là, c'est-à-dire justement poser cette question du rapport entre le mythe et la personnalité privée. Et je trouve ça un peu dommage parce que à la fin, il y a une scène qui pourrait être très belle théoriquement, où on révèle pas grand-chose en disant ça, mais elle erre toute seule dans Las Vegas comme ça, et en fait elle est jamais sortie de chez elle et de son couple et de sa célébrité, et elle rencontre des sosies d'Elvis. Et là, il y a un petit moment un peu théorique là-dessus. Et le film se termine en plus sur une chanson où elle insiste là-dessus, sur l'idée « je suis une femme ordinaire » derrière. Mais en fait, le film vient de passer 2 heures à nous montrer uniquement la femme ordinaire. Je trouve ça juste un peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne sait pas comment finir son film, d'autant plus une fois que lui est mort, et que in extremis, elle rend sa copie, la copie attendue du biopic, alors que c'était pas le sujet du film. Ceci dit, cette chanson, c'est une reprise de Charlebois et ça renvoie au début, donc ça, la boucle est bouclée avec cette espèce d'univers totalement... c'est presque un théâtre de marionnettes qu'est sa famille au départ, avec ses 14 enfants qui ont tous un peu la même tête. Moi, j'aime beaucoup le début, en fait. Je le trouve extrêmement convaincant et je trouve qu'il suffit à distiller une forme de chaleur qui va jusqu'au bout. Charlotte Garçon. Oui, parce que tout le film pense... Je suis d'accord que le premier et toute la première partie est beaucoup plus joyeuse à regarder, mais parce que tout le film est construit comme un sac et un ressac de la famille nombreuse, et du film nombreux, de la mise en scène qui nous propose des gags tout le temps autour d'un objet, autour d'un moment, etc. Et puis ensuite du ressac de maintenant il va falloir vivre comme tout le monde, et donc quand on est avec quelqu'un qui a 30 ans de plus, il va falloir affronter la mort assez tôt, etc. Et donc ça, c'est un ressac vers le vide, d'où l'importance de ce sac à main vide, puisqu'elle n'a pas besoin de papier quand elle sort. Mais par contre, il y a quand même des petits paquets de sucre qu'elle pique dans les cafés, dans les endroits. Et finalement, c'est une définition du biopic. C'est-à-dire que c'est une forme vide, puisqu'on répète ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que c'est une grande voix populaire, et en même temps, il y a du sucre dedans, puisque c'est un film de fans. Donc c'est quand même... Il y a effectivement une grande cohérence qui est très satisfaisante, mais plus théorique sur la fin. Aline de Valérie Lemercier, le film est en salle. Merci beaucoup à tous les deux. Charlotte Garçon, le nouveau cahier des cinémas est en kiosque. Jérôme Momsilovic, vous venez de commettre un livre. Maurice Pialat, La main, les yeux, chez Capricci. Vous étiez hier l'invité de Mathilde Wagman dans Par les temps qui courent. L'émission se réécoute, bien sûr. À 12h55, ce sera la suite de la grande table critique au programme des bandes dessinées. France Culture. L'esprit d'ouverture. Ce vendredi, dans les termes du débat, nous nous attachons à définir un terme très utilisé actuellement dans l'espace public, le terme de migrant. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin. C'est à l'est de l'Europe, entre Biélorussie et Pologne, que se pressent actuellement des milliers de migrants. Mais Calais, Lesbos, Lampedusa ont depuis bien longtemps été des lieux qui ont cristallisé ce que les dirigeants européens ont appelé la crise des migrants. Mais une crise peut-elle durer aussi longtemps et l'Europe est-elle capable de penser la condition des migrants en dehors de la crise? C'est le thème du temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente La Belle Saison d'Edmond Baudouin. Cette manifestation met à l'honneur l'œuvre du dessinateur et retrace le parcours singulier de l'homme et de l'artiste. Rencontres littéraires, spectacles et une exposition rétrospective, Baudouin dessinait la vie avec plus de 250 pièces originales.
De la grande table critique au programme des bandes dessinées.